et bienvenue à ce troisième jour de Festival d'Histoire et Cité. On est très heureux de vous accueillir pour cette conférence. Avant, quelques mots sur le festival et sur la suite des activités proposées. Donc, on vous propose ce soir à 20h15 le film Hunger sur les grèves de la faim de prisonniers qui est diffusé au cinéma des Grutli, qui est gratuit. Et ensuite, quelques informations à choix, mais nous avons beaucoup plus d'événements que ce que je vais juste dire maintenant. On reprend demain, par exemple, à 12h15 avec une flash conférence au Musée des Délices intitulée « Voltaire était-il végétarien ?», qui est sur inscription. Et ensuite, dès 17h, en U408, à Igny-du-Four, donc, une table ronde sur la souveraineté alimentaire. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site ou dans nos programmes qui sont en version papier un peu partout, mais notamment à la sortie de la salle. Profitez bien et merci beaucoup. Alors bonsoir, chères festivalières, chers festivaliers, bonsoir Nicolas Werth. Nous avons l'immense plaisir et honneur donc d'accueillir ce soir dans le cadre de cette édition du Festival d'Histoire et Cité Nicolas Werth, que je remercie d'avoir accepté notre invitation à donner une conférence sur les famines soviétiques, un sujet évidemment très grave, mais qu'il est indispensable de faire connaître à large public. Alors pour des raisons indépendantes de la volonté de Nicolas Werth, il n'a pas pu être ce soir en présentiel avec nous, mais cela ne changera rien puisque vous le voyez très bien et puis on pourra ensuite évidemment interagir avec lui, vous pourrez lui poser des questions. Alors, quelques mots pour présenter Nicolas Werth, même si je pense que la majorité des personnes ici présentes le connaissent très bien ses travaux. Nicolas Werth est directeur de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent, affilié au CNRS. Aujourd'hui, un des grands spécialistes de l'histoire sociale et politique de l'URSS, auteur d'ouvrages sur l'histoire soviétique, réédités de nombreuses fois, devenus des classiques lus par tous les étudiants et étudiantes qui se spécialisent sur l'histoire soviétique. Nicolas Werth s'est tout particulièrement penché sur la question des violences exercées par le régime stalinien sur la société soviétique. Son premier livre, publié en 1981 et qui a été réédité en 2017, s'intitule « Être communiste sous Staline ». Mais j'aimerais également mentionner, outre sa participation au Livre noir du communisme, publié en 1997, ses ouvrages qui nous ont permis de mieux comprendre les logiques de la violence stalinienne. L'île aux cannibales, 1933, une déportation abandon en Sibérie, publié en 2006. La terreur et le désarroi, publié en 2007. L'ivrogne et la marchande de fleurs, autopsie dans Meurtre de masse, URSS 1937-1938, publié en 2009. Ou encore L'État soviétique contre les paysans, publié en 2011. Et puis en 2012, La route de la Kolyma. Et en 2017, avec Liuba Jurgenson, spécialiste de la littérature des camps et, d'une façon plus générale, des représentations des violences en Europe centrale et orientale, Nicolas Werth publie un recueil impressionnant par son ampleur, de documents d'archives inédits en français et de témoignages littéraires sur le goulag. Et puis en 2020, il publie Les grandes famines soviétiques, dont il sera évidemment question ce soir. Et enfin, en 2022, Poutine, historien en chef, un bref ouvrage dans lequel il revient sur les principaux jalons de la mémoire historique depuis les années 1990 et la façon dont les faits historiques sont falsifiés, défigurés par le pouvoir russe aujourd'hui pour justifier la terrible guerre actuelle. Alors Nicolas Werth a exercé une influence considérable sur d'innombrables historiens, sur nous toutes et nous tous. Dans ses publications, il s'attache à montrer la brutalisation des rapports politiques et sociaux dans l'URSS de Staline. Il met à jour les tensions entre un pouvoir qui veut étendre son contrôle total sur une société qui, de son côté, tente de s'y opposer et qui, pour cela, utilise diverses stratégies, ce qui engendre en retour de nouvelles répressions de la part d'un pouvoir qui ne supporte pas de voir cette société lui échapper. Alors Nicolas Werth étudie cet engrenage depuis les années 1920 qui voit les paysans résister à la collectivisation forcée. Il étudie bien sûr les famines soviétiques du début des années 30, les camps, les déportations de population et puis évidemment la grande terreur de 1937-38 dont il a montré, à la différence de ce qu'on a longtemps écrit et dit, qu'elle n'était pas principalement une répression dirigée contre les élites. La majorité des victimes ont été celles de la dite opération Kulak, à savoir des paysans soviétiques. Alors j'aimerais revenir sur La route de la Kolyma, publiée en 2012, que j'ai déjà évoqué, un ouvrage très différent des précédents,
un ouvrage d'ailleurs qui questionne le métier d'historien. Nicolas Werth a quitté donc le monde des archives pour réaliser un voyage en quête des traces de ce goulag sur lequel il a travaillé durant tant d'années. Et puis, en Sibérie orientale, il a rencontré des survivants des camps. Il a aussi vu comment les traces de ces camps s'effacent, même si à la Kolyma, il reste une poignée d'hommes et de femmes qui tentent, dans l'indifférence, dans l'oubli, de conserver la mémoire de ce qui s'est passé dans ces lieux. Ce sont d'ailleurs souvent des membres de l'association Mémorial, ce qui m'amène à un autre aspect, et non des moindres, de la carrière de Nicolas Werth. Nicolas Werth est en effet un historien engagé. Depuis longtemps, il collabore avec l'association Mémorial, créée durant la perestroïka en 1989, et dont le but est la préservation des mémoires des victimes du pouvoir soviétique, mais aussi la défense des droits humains dans la Russie actuelle. Nicolas Werth est aujourd'hui le président de Mémorial France, association créée en avril 2020. Je rappelle qu'en Russie, l'association Mémorial a été dissoute par la Cour suprême russe à la fin du mois de décembre 2021, à savoir quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine. Et les associations mémoriales qui existent dans plusieurs pays hors de Russie sont donc aujourd'hui extrêmement importantes puisqu'elles œuvrent dans la continuation de Mémorial et qu'elles soutiennent également les membres de Mémorial, car si l'association est liquidée, a été supprimée, interdite en Russie, eh bien ces membres, eux, continuent leur travail, évidemment, du mieux qu'ils et elles peuvent, avec toutes les difficultés que cela engendre aujourd'hui. Alors ce soir, Nicolas Werth nous évoquera les famines soviétiques, et donc, Nicolas Werth, je vous passe immédiatement la parole. Encore une fois, toutes mes excuses de n'avoir pas pu venir en personne, mais bon, depuis le Covid, on le sait, voilà, les interventions à distance sont devenues disons, presque banal. Voilà, j'essaierai donc évidemment de faire au mieux et je vous prie de m'excuser donc pour cette absence. Voilà. Donc, en fond, en l'espace de 2 ans, de l'été 1931 à l'été 1933, ce sont près de 7 millions de Soviétiques, dans leur immense majorité des paysans, qui moururent de faim au cours de la dernière grande famine européenne en temps de paix. 4 millions en Ukraine, près d'1,5 million au Kazakhstan et autant en Russie, principalement dans les régions agricoles les plus riches. Le Kouban, cette plaine au nord, au pied du Caucase du Nord, la Volga et les terres noires. Cette catastrophe, soulignons-le d'emblée, ne fut pas une famine comme une autre dans la lignée des très nombreuses famines qu'avait connues à intervalles réguliers l'Empire russe. Elle fut aussi très différente des famines de 1921-1922 qui avaient clos un cycle de 8 années de guerre, de révolution et de guerre civile. À la différence des autres famines, les famines de 1931-33 ne furent précédées d'aucune catastrophe météorologique, sécheresse ou inondation. Ultime épisode de l'affrontement entre l'État et les paysans, commencé peu après la prise du pouvoir par les bolcheviks, elles furent la conséquence directe d'une politique d'extrême violence, la collectivisation forcée des campagnes, véritable révolution anthropologique mise en œuvre à partir du début de l'année 1930 par le régime stalinien, dans le double but d'extraire de la paysannerie un lourd tribut afin de réaliser l'accumulation socialiste primitive indispensable à l'industrialisation du pays et d'imposer un contrôle politique sur les campagnes, restées jusqu'alors largement en dehors des valeurs du régime. Conséquence directe d'une politique qui bouleversa profondément le monde rural, la famine fut en Ukraine et au Kouban, cette riche région agricole du Caucase du Nord peuplée majoritairement d'Ukrainiens, bien qu'administrativement rattachée à la République de Russie, et uniquement dans ces régions, intentionnellement aggravée à partir de l'automne 1932 par la volonté inébranlable
de Staline de briser par l'arme de la faim la résistance particulièrement opiniâtre des paysans ukrainiens à la collectivisation et d'éradiquer le nationalisme ukrainien ressenti comme une grave menace à l'intégrité et à l'unité de l'URSS. Vis-à-vis des autres régions frappées par la famine, le groupe dirigeant stalinien manifesta plutôt une totale indifférence aux souffrances humaines. La famine n'y était, pour prendre un terme contemporain et assurément anachronique, qu'un dommage collatéral d'une prétendue modernisation introduite par le système collectiviste, mode jugé supérieur de production. Ces famines, symboles de régression absolue, sont restées l'épisode tabou, je cite bien vraiment l'épisode tabou de l'expérience soviétique, une expérience censée être porteuse de progrès et de modernité. Jusqu'à la perestroïka gorbatchevienne, elles furent totalement passées sous silence par le régime, y compris au moment du dégel khrouchtchevien, au cours desquels un certain nombre de crimes de Staline, comme les purges des cadres du parti ou même les déportations massives de minorités, furent pourtant dénoncés. Malgré les nombreux témoignages rassemblés après la Seconde Guerre mondiale, principalement par la communauté ukrainienne émigrée au Canada, aux États-Unis, il fallut véritablement attendre le milieu des années 80 pour voir paraître, sous la plume de l'historien britannique Robert Conquest, le premier ouvrage majeur consacré à ces famines, fondé pour l'essentiel sur ces sources de l'immigration et par conséquent centré sur la famine en Ukraine. Avec la disparition de l'URSS et l'ouverture des archives soviétiques, l'accès à un certain nombre de sources jusqu'alors fermées, comme les résolutions secrètes du Politburo, la plus haute instance du parti, les correspondances entre Staline et ses plus proches collaborateurs, notamment Molotov et Kaganovitch, envoyés comme plénipotentiaires en Ukraine et au Kouban fin 1932, début 1933, les dépêches échangées entre la direction du parti à Moscou et les dirigeants du parti dans les zones frappées par les famines, les rapports des organisations du parti et de la police politique sur la situation dans les campagnes ont permis aux historiens d'évaluer les responsabilités des plus hauts dirigeants soviétiques dans la genèse, le développement, voire l'aggravation de ces famines, de suivre également la mise en œuvre tant au niveau régional que local des politiques et des pratiques de prédation sur les récoltes et les produits de l'élevage, mais aussi de comprendre les points communs et les spécificités des famines ayant ravagé des régions très différentes, allant de l'Ukraine au Kazakhstan, en passant par le bassin de la Volga, la région des Terres Noires et même une partie de l'Oural. La collecte aussi, certes tardive, et la publication de témoignages de survivants, menés principalement en Ukraine, ont enfin permis d'entendre les souffrances endurées par les populations affamées, privées de tout secours, soumises dans certains cas à un véritable blocus, à un châtiment par la faim, pour avoir résisté plus farouchement qu'ailleurs à l'imposition du système kolkhozien, ressenti comme un second servage. Alors depuis le début, même je dirais plutôt la moitié des années 90, l'historiographie des famines soviétiques a considérablement progressé. La famine en Ukraine a fait l'objet des études les plus abouties grâce à l'immense travail accompli par les historiens ukrainiens, en Ukraine comme aux États-Unis et au Canada, pour lesquels la compréhension des mécanismes du Holodomor, le nouveau terme forgé en Ukraine pour définir l'extermination par la faim et son caractère intentionnel, est devenu un enjeu scientifique et mémoriel majeur. Un enjeu politique aussi,
Depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, la famine du début des années 30 a non seulement été un sujet majeur dans la confrontation entre partisans d'une rupture avec la Russie et partisans d'un maintien de liens étroits avec le grand frère russe, elle est devenue une pièce maîtresse de la nouvelle identité nationale ukrainienne post-soviétique, fondée en grande partie sur la victimisation tout au long des siècles des Ukrainiens par les Russes. Je rappelle qu'en novembre 2006, le Parlement de la République d'Ukraine a solennellement reconnu la famine de 1932-1933 comme un génocide perpétué par le régime de Staline contre le peuple ukrainien. Cette qualification a suscité de très vifs débats, non seulement dans la classe politique ukrainienne, mais aussi entre historiens, tant russes, ukrainiens qu'occidentaux, travaillant sur les famines du début des années 1930. L'historiographie de la famine au Kazakhstan a aussi progressé grâce à quelques travaux importants de chercheurs kazakhs et d'historiens occidentaux qui ont mis en évidence la dimension ethnique de la famine dans cette région semi-coloniale de l'URSS, tout en écartant la thèse d'un génocide intentionnel des nomades kazakhs. À la différence de l'Ukraine, cependant, le Kazakhstan post-soviétique, qui entretient, on le sait, des relations privilégiées avec la Russie, n'a entrepris aucune politique commémorative visant à perpétuer la mémoire de cette catastrophe. La société kazakh, de son côté, ne souhaite guère se remémorer un passé nomade connoté comme arriéré, préférant souligner son entrée dans la modernité symbolisée aujourd'hui par les gratte-ciel d'Astana, la nouvelle capitale du Kazakhstan. Si en Ukraine, la famine de 1932-33 est aujourd'hui élevée au rang de génocide du peuple ukrainien, en Russie, au contraire, le silence est de mise. Un silence assourdissant qui va de pair, évidemment, avec la campagne actuelle de revalorisation du régime stalinien en général et de Staline en particulier. Les très rares historiens russes qui sont penchés sur les famines du début des années 30 rejettent résolument la dimension nationale ou ethnique des famines ukrainiennes et kazakhes, de même que toute intentionnalité génocidaire visant spécifiquement la paysannerie ukrainienne. Ils considèrent que la famine en Ukraine ne diffère pas des autres famines ayant frappé au même moment de nombreuses régions de l'URSS. Conséquence directe mais non prévue et encore moins programmée de la politique stalinienne de collectivisation forcée et de prélèvements étatiques totalement disproportionnés aux récoltes, ces famines, dans leurs variantes régionales, sont, pour reprendre le titre d'un grand recueil de documents dirigé par le plus grand spécialiste soviétique, russe et soviétique des famines disparues malheureusement au début des années 2000, Viktor Petrovitch Danilov, ces famines seraient donc dans leur variante régionale une tragédie commune des campagnes soviétiques. Cette ligne de fracture ukraino-russe divise aussi les historiens occidentaux. Certains, comme James Mace, Robert Conquest, Terry Martin, Andrea Graziosi ou moi-même, insistent sur la forte spécificité de la famine en Ukraine, du moins à partir d'un certain moment, l'automne 32, et sur le lien absolument crucial entre famine et question nationale, en Ukraine d'ailleurs comme au Kazakhstan. D'autres, comme Robert Davis, Stephen Whitcroft, pour ne citer que cela, minimisent les spécificités nationales, rejettent fermement la qualification de génocide attribuée au Holodomor et plaident pour une approche de la famine comme une sorte de phénomène complexe, non intentionnel, dans lequel de multiples facteurs, je cite, tels que l'histoire passée de la Russie, la situation internationale et géopolitique de l'URSS,
le modus operandi du système soviétique, le manque de formation des hommes en charge de l'agriculture, et plus que tout, la décision d'industrialiser à marche forcée un pays paysan ont joué un rôle décisif. Je ne reviendrai pas en détail sur la collectivisation forcée de l'agriculture, sur l'immense traumatisme qu'a été pour la paysannerie russe, russe et soviétique, 80% de la population à la fin des années 20, cette expropriation et au-delà, cette véritable guerre engagée par l'État contre une culture, un mode de vie, un système de production ancestrale, certes par bien des aspects archaïques, comme l'avait fort bien montré le grand historien Moshe Lewin, les révolutions de 1917 et la formidable régression, brutalisation qui suivit, loin d'apporter quelque forme de modernité dans les campagnes, avaient au contraire éliminé tous les éléments de modernité apparus dans les campagnes depuis la fin du XIXe siècle et fait ressurgir des éléments archaïques. La logique du nouveau système d'agriculture collectiviste mis en place à partir de 1929-30 est le prélèvement. Le rôle du kolkhoz et du sovkhoz est stratégique. Il doit assurer à l'État des livraisons fixes et quasiment gratuites de produits agricoles et de l'élevage. Ce prélèvement doit permettre de ravitailler les villes et d'honorer les cartes de ravitaillement délivrées à près de 40 millions de citadins, les mécanismes du marché qui fonctionnaient dans les années 20 ayant été brisés au moment de la collectivisation forcée des campagnes et de cet élan vers l'industrialisation à marche forcée, mais aussi d'exporter une part de la production agricole afin d'importer les biens d'équipement indispensables à l'industrialisation du pays. Chaque automne, donc, la campagne de livraison obligatoire aux organismes d'État chargés de la collecte se transforme en une véritable épreuve de force entre l'État et une paysannerie qui use de tous ses stratagèmes pour conserver une part de la récolte. L'enjeu est de taille. Pour l'État, le prélèvement, pour le paysan, la survie. La préparation et la mise en œuvre du plan de livraison obligatoire dû par les kolkhozes, les sovkhozes, mais aussi les paysans individuels. Il ne faut pas oublier que ces derniers représentent en 1932-33 entre un quart et un tiers des exploitants agricoles selon les régions, car la collectivisation n'a pas été totale, notamment dans les régions agricoles les plus pauvres du pays. Donc, cette préparation et cette mise en œuvre du plan de livraison représentent et constituent un moment fort de l'agenda politique de tous les responsables politiques. De très nombreux ministères et organismes étatiques sont mobilisés pour planifier les surfaces, ensemencer les récoltes, mettre en œuvre les opérations de collecte, organiser le ravitaillement de la population urbaine, développer les exportations de produits agricoles. Exportations qui n'arrêtent pas d'augmenter, puisque je le rappelle que les exportations ont bondi entre 1929, où elles représentaient environ 200 000 tonnes de céréales, à plus de 5 millions de tonnes en 1931, soit 25% du total en fait des recettes en devises du pays. Moment fort de l'agenda politique, la campagne de collecte est aussi chaque année un moment d'intense frustration. En effet, toutes les prévisions ambitieuses élaborées par le Gosplan, le Commissariat du peuple à l'agriculture ou la Direction centrale des statistiques sont mois après mois revues à la baisse, suite à la chute continue de la production agricole, consécutive à la désorganisation du cycle productif, engendré par la collectivisation forcée, à l'effondrement du nombre de chevaux de trait et du cheptel en général, à l'incompétence des cadres nouvellement nommés, des exploitations collectives, et bien sûr
à l'opposition passive et active des paysans pour lesquels l'imposition du système collectiviste s'apparente à un nouveau servage. Tous les paramètres, surface ensemencée, rendement, récolte, collecte, objectifs d'exportation, s'avèrent être exagérément optimistes et tout simplement faux. Une chose est claire néanmoins. Par rapport à la moyenne de la seconde moitié des années 20 de la NEP, la production agricole en 1931-33 connaît une baisse significative. Moins 20% pour les céréales, moins 30% pour les pommes de terre, moins 40 à 50% pour les produits de l'élevage et la viande. Dans le même temps, les prélèvements sont multipliés par 3. Sous la NEP, pour une production d'environ 80 millions de tonnes de céréales, les paysans commercialisaient à peine 10 millions de tonnes, le reste étant consommé ou gardé en réserve. En 1931-32, les prélèvements autoritaires au titre du plan de livraison de produits agricoles, de céréales en l'occurrence, s'élèvent à près de 30 millions de tonnes, alors que la récolte a chuté à 65 millions de tonnes. Ce sont évidemment les régions les plus riches d'un point de vue agricole et de l'élevage qui sont les plus ponctionnées et les plus vulnérables à des disettes et des famines. Et donc le résultat, c'est qu'évidemment les paysans n'ont plus de pain pour se nourrir. Quant aux éleveurs, et je pense ici spécifiquement aux éleveurs nomades et semi-nomades kazakhs, qui sont des détenteurs du plus important cheptel de l'Union soviétique, ils sont en 1930, 31, 32 dépossédés de tout leur cheptel, qui font de 90% en 3 ans, et soumis de surcroît à une entreprise mortifère de sédentarisation dans des kolkhozes céréaliers, utopie déjà de cette conquête des terres vierges, première campagne de cette utopie de la conquête des terres vierges. On sait que la seconde sera lancée en 1954-55 par Nikita Khrouchtchev. Le résultat est mécanique, si l'on peut dire. Un tiers des éleveurs kazakhs, environ 1 300 000 sur les 4 millions, disparaissent en 3 ans, décimés par la faim, les épidémies, tandis que plusieurs centaines de milliers d'entre eux quittent le Kazakhstan, fuient vers la Sibérie occidentale, voire le Xinjiang, hors des frontières de l'URSS. Les recherches récentes sur la famine de 1930, 31, 32, 33 au Kazakhstan, menées tant par les historiens kazakhs que par les historiens occidentaux, réfutent cependant l'existence d'une volonté délibérée du groupe dirigeant stalinien d'utiliser l'arme de la faim pour exterminer les Kazakhs en tant que groupe ethnique ou national, ou briser une résistance perçue comme une menace mortelle pour le régime. Comme le souligne par exemple Staline dans une lettre adressée en septembre 1933 à Levon Mirzoyan, le nouveau dirigeant du Parti communiste kazakh, je cite, « La situation du Kazakhstan ne nécessite pas de changement radical de politique des cadres. Il est en effet beaucoup plus difficile pour les éléments nationalistes kazakhs de développer des liens avec l'interventionnisme international qu'il ne l'est pour les nationalistes ukrainiens. Politiquement, le Kazakhstan, à la différence de l'Ukraine, n'est pas une région politiquement stratégique, plutôt une région semi-coloniale, attardée et lointaine. À la différence de l'Ukraine, le Kazakhstan n'est quasiment jamais mentionné dans la correspondance de Staline avec ses plus proches collaborateurs. Dans l'esprit des dirigeants staliniens, l'exode massif des éleveurs nomades kazakhs et les difficultés alimentaires auxquelles ils ont dû faire face, telles que mentionnées dans un certain nombre de rapports en provenance de ces confins lointains, qui tous, évidemment, à de très rares exceptions près, minimisaient la catastrophe en cours, quand ils ne la passaient pas entièrement sous silence, n'était qu'une péripétie inévitable
et insignifiante du passage historique de cette région attardée de l'URSS à un stade supérieur de développement. Maintenant, quelques mots sur la famine en Ukraine. D'abord, quels sont les mécanismes de cette famine meurtrière? En 1931, les organismes soviétiques de collecte de céréales parviennent, comme je l'ai déjà dit, au plan national à tirer d'une récolte au fond très médiocre, à peine 66 millions de tonnes de céréales, un chiffre record de près de 24 millions de tonnes, dont plus de 5 millions furent exportés. En raison des mauvaises récoltes en Sibérie occidentale et au Kazakhstan, l'Ukraine, le Caucase du Nord et la région centrale des Terres Noires furent tout particulièrement mises à contribution cette année-là. Ainsi, l'Ukraine fut ponctionnée à hauteur de 42% de sa récolte globale, un prélèvement exceptionnel qui acheva de désorganiser le cycle productif déjà très perturbé par la collectivisation et la dékulakisation entreprise à partir de 1930. De nombreuses kolkhozes durent céder une partie des semences indispensables pour la future récolte, compromettant ainsi gravement l'avenir. Dès février-mars 1932, les rapports de la police politique envoyés aux principaux dirigeants soviétiques faisaient état de foyers isolés de difficultés alimentaires. À la troisième conférence du Parti ukrainien qui se réunit à Kharkiv en juillet 1932, l'immense majorité des orateurs jugent irréalisable le plan de collecte imposé par Moscou. On a là une réaction qui n'a existé dans aucune autre branche du Parti communiste, et cette réaction d'une partie, en tout cas, des cadres communistes ukrainiens qui refusent de remplir ce plan de collecte, évidemment, va absolument mettre hors de lui Staline et son groupe dirigeant. L'opposition manifestée par les responsables ukrainiens ne passe pas inaperçue, et dans une lettre très importante du 11 août 1932 que Staline écrit à Kaganovitch, il écrit notamment: le plus important maintenant, c'est l'Ukraine. Les affaires de l'Ukraine vont lamentablement mal. Ça va mal du côté du parti. On dit que dans 2 régions d'Ukraine, environ 50 comités de district se sont exprimés contre le plan de collecte après l'avoir déclaré irréaliste. Dans les autres comités de district, on affirme que les choses ne vont pas mieux. À quoi cela ressemble-t-il? Ce n'est plus un parti, c'est un parlement, une caricature de parlement. Si nous n'entreprenons pas immédiatement le redressement de la situation en Ukraine, nous pouvons perdre l'Ukraine. Ayez à l'esprit que Pilsudski, le chef d'État polonais, ne sommeille pas, son antenne d'espionnage en Ukraine est très forte. Ayez également à l'esprit que dans le Parti communiste ukrainien, on ne trouve pas peu d'éléments pourris, de pétluriens conscients et inconscients, et évidemment des agents directs de Pilsudski. Nous devons faire de l'Ukraine une forteresse socialiste exemplaire. Pour Staline, l'Ukraine est vulnérable, non pas à cause d'une famine imminente qui menacerait de mort des millions d'Ukrainiens. Elle est vulnérable politiquement. Une reprise en main s'impose. Staline n'a jamais oublié que parmi les 14 000 révoltes, insurrections, manifestations de masse, émeutes qui se sont déclarées dans le pays en 1930 contre la collectivisation des campagnes, la moitié provenait d'Ukraine. Sur le front des collectes, les mois de septembre et d'octobre 1932 sont absolument catastrophiques. Les rapports confidentiels de GPU éclairent les multiples stratagèmes mis en place par les paysans, souvent d'ailleurs avec la complicité de l'administration des kolkhozes, pour tenter de soustraire une part de la récolte aux collectes d'État.
Les blés sont enfouis, à peine récoltés, cachés dans des entrepôts clandestins, disséminés à la périphérie des villages, moulus dans des moulins à bras de fabrication artisanale, détournés lors du transport vers les silos ou au moment de la pesée. Des enfants, des femmes et des personnes âgées que les paysans pensaient moins exposés aux rigueurs de la loi sont envoyés couper, souvent de nuit, quelques épis dans les champs collectifs. Et donc, ce sont toutes ces résistances que le groupe stalinien décide de briser en décidant le 22 octobre 1932 d'envoyer en Ukraine et au Caucase du Nord 2 commissions plénipotentiaires, l'une dirigée par Molotov, l'autre par Kaganovitch. De fin octobre 1932 à janvier 1933, ces commissions vont jouer un rôle décisif dans l'aggravation de la famine. Parmi les premières mesures prises figure ce qu'on appelle à l'époque l'inscription au tableau noir de centaines et de centaines de kolkhozes et de districts. Cette mesure entraîne le retrait de tous les produits manufacturés et alimentaires des magasins, l'arrêt total du commerce, le remboursement immédiat de tous les crédits individuels ou collectifs en cours, une imposition exceptionnelle équivalente à 15 fois l'impôt habituel en viande et en pommes de terre, des arrestations massives de tous ceux qu'on appelle les saboteurs des collectes d'État. Dernière étape répressive, la déportation collective de nombreux habitants des villages les plus rebelles. Ainsi, par exemple, en janvier 1933, les habitants de 3 grandes stanitses et ces gros villages agricoles du Kouban, soit plus de 45 000 personnes, sont collectivement déportées vers la Sibérie, l'Oural et le Kazakhstan. C'est dans la seconde moitié de décembre 1932 que sont prises les mesures fatales qui condamnent des dizaines de millions de paysans à la famine. Le 14 décembre 1932, sur proposition de Staline, le Politburo condamne la politique d'ukrainisation menée depuis 1923 au prétexte qu'elle a favorisé l'émergence d'un nationalisme ukrainien. Fin décembre, sur ordre conjoint de Staline et de Molotov, les kolkhozes qui n'ont pas rempli le plan de collecte sont tenus de rendre, dans un délai de 5 jours, leur soi-disant fonds de semences, dernière réserve évidemment permettant d'assurer non seulement la prochaine récolte, même la plus minimale, ou d'apporter une aide ultime aux kolkhosiens. Le 1er janvier 1933, la direction du Parti communiste ukrainien adopte une résolution stipulant que tous les kolkhosiens et paysans individuels chez lesquels seraient découverts des stocks cachés seraient assimilés à des voleurs de la propriété socialiste et jugés avec toute la sévérité de la terrible loi du 7 août 1932 à 10 ans de travaux forcés ou à la peine de mort. Au même moment, évidemment, l'exode des paysans s'amplifie. C'est évidemment, on le sait, la stratégie de survie traditionnelle des paysans en cas de famine. Et le 22 janvier 1933, Staline rédige une directive secrète ordonnant de mettre immédiatement fin à l'exode massif des paysans qui fuient l'Ukraine sous prétexte d'aller chercher du pain. Le même jour, son chef de la police politique, Genrikh Yagoda, envoie aux dirigeants régionaux de l'OGPU une circulaire qui ordonne la mise en place de patrouilles spéciales chargées d'intercepter tous les fuyards, après filtration des individus arrêtés, qui sont donc pour certains envoyés au goulag, les autres sont renvoyés chez eux, ce qui les condamne en fait à mourir de faim. Dès le lendemain, 23 janvier 1933, le dispositif bloquant les villages est aggravé
par des mesures suspendant la vente des billets de chemin de fer aux paysans. Et donc, au fond, il y a un véritable blocus qui s'installe autour des villages affamés. Le paroxysme de la famine, évidemment, se met en place, enfin, arrive justement après toutes ces mesures, entre fin janvier 1933 et la nouvelle récolte de juillet 1933. Et c'est évidemment durant ces mois que la situation des villages affamés est la plus terrible et la mortalité la plus forte. Les témoignages des survivants, recueillis à divers moments dans les années 50 parmi les émigrés de la seconde vague, dans les années 90, après la chute de l'URSS, constituent évidemment une source exceptionnelle pour comprendre de l'intérieur ce qu'a été la famine de 1932-33. Tous ces témoignages décrivent l'extraordinaire acharnement des brigades de fer à confisquer systématiquement les dernières réserves alimentaires des paysans. De qui étaient composées ces brigades? D'activistes du parti, souvent venus des villes, encadrés par des agents de l'OGPU, mais aussi d'un certain nombre de villageois pour lesquels participer à ces brigades de confiscation était l'assurance de ne pas mourir de faim, puisque une petite partie du maigre butin pris à leurs voisins était redistribuée aux membres de ces brigades de fer. Leurs exactions, qui s'apparentaient à un pillage généralisé, montrent qu'elles avaient pour but non seulement de remplir à tout prix le plan de collecte des produits agricoles, mais aussi véritablement de punir ces paysans qui tentaient de survivre en glanant quelques épis ou quelques pommes de terre, en cachant une poule ou en cultivant un minuscule potager aux dépens du travail collectif. Absolument tout était confisqué, jusqu'aux dernières réserves de nourriture, et on allait aussi loin, si vous voulez, dans cette volonté d'empêcher finalement les paysans de survivre. Par exemple, tous les arbres fruitiers étaient systématiquement abattus pour qu'au printemps, il n'y ait pas de fruits que puissent récolter donc les paysans. Tous les témoignages, évidemment, dépeignent l'abandon total des villages, soumis à un véritable blocus. Je rappelle les magnifiques pages écrites par Vassili Grossman dans Tout passe sur cet abandon total des villages. Les témoignages dépeignent évidemment la terrible agonie par mort de famine, la progressive déshumanisation des victimes, la multiplication des transgressions, et notamment des trois grandes transgressions, les cadavres laissés sans sépulture, l'anthropophagie, l'abandon des enfants. Mais il montre aussi que la famine ne frappait pas toutes les catégories de la population de façon égale. Les campagnes ukrainiennes payèrent un tribut bien plus lourd que les villes, où vivait une forte minorité de non-ukrainiens, les citoyens de nationalité au sens soviétique du terme, russes, polonaises, juives. Par ailleurs, les simples kolkhosiens sans spécialité étaient beaucoup plus vulnérables que les cadres des kolkhozes ou que les spécialistes, les tractoristes et autres techniciens. Au total, entre janvier et juillet 1933, ce sont plus de 15 000 personnes qui meurent de faim et d'épuisement chaque jour en Ukraine. Pour prendre toute la mesure de cette hécatombe, je rappellerai qu'au cours de la Première Guerre mondiale, environ 6 000 combattants mouraient quotidiennement sur l'ensemble des champs de bataille européens. Et là, nous sommes à 15 000 morts par jour dans le plus grand déni, dans le plus grand silence et sans aucune aide.
car c'est ça qui caractérise évidemment aussi ces famines. En 7 mois, entre décembre 1932 et juin-juillet 1933, c'est un paysan ukrainien sur 6 qui meurt de faim, 4 millions sur les 24 millions de ruraux et sur une population totale de quelques 30 millions d'habitants. La famine en Ukraine, ce sera ma conclusion, est-elle un génocide? Ce dont je veux vous parler est l'exemple classique du génocide soviétique, l'expérimentation la plus achevée en matière de russification, la destruction de la nation ukrainienne. Ainsi débute le texte de la conférence intitulée « Génocide soviétique en Ukraine » prononcée devant des milliers de personnes le 30 septembre 1953 à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de la famine de 1933 au Manhattan Center de New York par Raphaël Lemkin, le grand juriste qui inspira par ses travaux la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 définissant le crime de génocide. Pour Raphaël Lemkin, la famine dirigée intentionnellement contre les paysans ukrainiens était parallèlement à l'attaque contre l'intelligentsia, l'Église ukrainienne et les élites, la composante majeure de ce qu'il appelait la destruction systématique de la nation ukrainienne et son incorporation progressive à la nation soviétique, je cite encore Lemkin, un cas de génocide, de destruction non seulement des individus, mais d'une culture, d'une nation. La découverte, il y a une dizaine d'années, de ce texte inédit, devenu iconique en Ukraine, a renforcé assurément l'argumentaire de tous ceux qui militent pour une reconnaissance du Holodomor comme génocide. On notera cependant que l'acception de génocide proposée par Raphaël Lemkin dans ce texte comme dans ses écrits antérieurs est plus large, plus ouverte. Elle englobe notamment la destruction de la culture nationale que celle retenue par la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948. Je rappelle que cette convention définissant le crime de génocide insiste sur 2 conditions nécessaires et indispensables à l'établissement de cette qualification. Premièrement, l'intentionnalité, intention de détruire en tout ou en partie, et deuxièmement, le ciblage d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. En ce qui concerne la famine en Ukraine, l'intentionnalité est suffisamment et indiscutablement établie. À cet égard, la résolution du 22 janvier signée de Staline ordonnant le blocus de l'Ukraine, blocus ayant pour conséquence immédiate, on le sait, une aggravation exponentielle de la famine dans les régions de peuplement ukrainien et uniquement dans celles-ci, est un document capital. Sur la question du groupe cible, Staline visait-il des paysans, les paysans d'Ukraine en tant que paysans ou en tant qu'Ukrainiens? Point crucial s'agissant de la qualification juridique de génocide, les avis divergent. Pour un certain nombre d'historiens qui refusent de qualifier de génocide la famine de 32-33 en Ukraine, les historiens n'étaient pas ciblés en tant que groupe national ou ethnique comme tel. Ils avancent que la famine a frappé durement en Ukraine même des citoyens soviétiques, non seulement de nationalité ukrainienne, mais de nationalité polonaise, allemande, russe ou juive, et qui n'a jamais été procédé à aucune forme de sélection sur une base nationale ou ethnique. Par ailleurs, de nombreux Ukrainiens, depuis les plus hauts cadres dirigeants jusqu'aux membres des brigades de fer, ont participé à l'affamement d'autres Ukrainiens. La famine avait pour objectif principal de briser une résistance paysanne plutôt que nationale.
D'autres historiens insistent au contraire sur le fait que les paysans de l'Ukraine étaient visés en tant qu'Ukrainiens, rappelant que pour Staline, la question paysanne était, je cite Staline dans un texte de 1923, par essence une question nationale, la paysannerie constituant la force principale du mouvement national, et que groupe national doit être compris au sens de civic nation, c'est-à-dire un groupe de personnes d'origines différentes partageant une culture commune et un sentiment d'appartenance à une communauté. Et donc, le débat sur la qualification juridique de la famine de 32-33 en Ukraine se poursuit. À ce jour, une vingtaine de pays, par le biais de leur parlement, ont reconnu l'Holodomor comme génocide. Il n'en reste pas moins que le génocide soviétique en Ukraine, pour reprendre les termes de Raphaël Lemkin, a été très différent de la Shoah, du génocide des Arméniens et du génocide des Tutsis. Raphaël Lemkin en était le premier conscient, qui insistait sur le fait que ce génocide soviétique n'avait pas pour but l'annihilation complète des Ukrainiens en tant que nation et qu'il fut élaboré sur la base d'une rationalité politique et non sur des fondements ethniques ou raciaux. Au-delà du débat sur la qualification juridique de la famine de 32-33 en Ukraine, interrogeons-nous, pour conclure, sur les conséquences à long terme des famines soviétiques du début des années 30, événement tabou de l'histoire de l'URSS, enfoui plus d'un demi-siècle durant sous une chape de silence et qu'il est grand temps de réintégrer dans notre représentation de l'histoire européenne du XXe siècle. La première conséquence, suggérée par le grand écrivain russe Boris Pasternak, fut le passage à un niveau inégalé, qualitativement différent du mensonge dans la sphère publique. Il ne suffisait plus de faire semblant de croire en un avenir radieux. Il fallait désormais répéter, selon la formule de Staline, que la vie est devenue meilleure, la vie est devenue plus gaie, en détournant le regard des fosses communes où avaient été jetés les cadavres de ses proches morts de faim. La seconde conséquence fut clairement exposée dans une lettre adressée en janvier 1934 par Sergo Ordzhonikidze et le tout-puissant commissaire du peuple à l'industrie lourde à Sergueï Kirov. Je cite, « Nos cadres qui ont connu la situation de 32-33 et qui ont tenu le coup sont vraiment trempés comme l'acier. Je pense qu'avec eux, on bâtira un État comme l'histoire n'en a jamais connu. » L'arme de la faim, utilisée délibérément contre des millions de paysans, repoussa assurément encore les limites de la violence d'État et ouvrit la voie à la grande terreur de 1937-38 avec ses quotas d'exécution secrets attribués à chaque région du pays. La troisième conséquence de ces famines fut la pérennisation d'un rapport extraordinairement cynique et brutal entre l'État et ses sujets. Un rapport fondé sur l'utilité socio-économique des individus et sur une totale indifférence au prix humain de l'entreprise titanesque de transformation de la société et de modernisation du pays. La quatrième conséquence fut l'accentuation de la fracture entre les villes, globalement épargnées par les famines et appelées à progresser, et les campagnes, frappées de plein fouet, devenues un milieu répulsif d'où il ne restait qu'à s'enfuir, malgré les obstacles mis par les autorités pour tenter d'endiguer ce sauve-qui-peut. La cinquième conséquence, est sans doute la plus décisive sur le long terme pour l'avenir même du régime soviétique, fut la crise profonde de l'agriculture telle qu'elle ressortit de la catastrophe du début des années 30. Certes, les famines permirent à l'État d'instaurer par la force le système collectiviste rejeté massivement par les paysans. Sur le front des collectes, écrivait en septembre 1935 Lazar Kaganovitch à Sergo Ordzhonikidze, nous avons définitivement gagné la guerre. La victoire est à nous, une victoire fantastique totale, la victoire du stalinisme. Sur ce front, en effet,
l'État avait réussi une formidable opération d'extorsion de la production agricole pour les besoins de l'accumulation socialiste primitive, indispensable à une industrialisation accélérée du pays. Mais cette victoire ressemblait fort à une victoire à la Pyrrhus. À la violence exercée contre eux, les paysans répondirent en travaillant le moins possible sur une terre qui ne leur appartenait plus. L'État se trouva ainsi contraint de prendre la responsabilité directe d'un éventail croissant d'activités dont les paysans s'étaient de tout temps et partout fort bien acquittés eux-mêmes. Privés de toute autonomie, de toute initiative, les kolkhozes étaient condamnés à la stagnation et l'agriculture soviétique à une crise structurelle dont le régime ne devait jamais se remettre. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Alors, merci beaucoup, Nicolas Werth, pour cette très très belle conférence. Alors, il ne nous reste pas énormément de temps pour les questions. Alors, je vais tout de suite passer la parole au public. Et voilà, si vous avez des questions à poser à Nicolas Werth, je vous demande de lever la main. Et puis, on va... Alors, une question ici, une première question, et puis une deuxième ici, et puis on vous apportera des micros. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence. Vous avez en conclusion évoqué 5 conséquences de l'Holodomor de 32-33. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre encore, probablement pas moins importante que celle que vous avez évoquée, à savoir le fait qu'un certain nombre d'Ukrainiens ont accueilli plutôt favorablement les armées allemandes, selon le principe selon lequel l'ennemi de notre ennemi pourrait bien être notre ami. Je pense en particulier à l'ouest de l'Ukraine, et ainsi les années 40 ne peuvent se lire, si je vois bien, si je vous entends bien, qu'à la lumière de 32-33. Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut faire un petit peu attention justement à la géographie, parce que, en fait, les régions de l'ouest de l'Ukraine qui ont accueilli si favorablement l'occupant nazi n'avaient pas été touchées par la famine, puisqu'elles faisaient partie de la Pologne. Et en fait, le ressentiment de cette partie-là de l'Ukraine, absolument indéniable, ça a été évidemment plutôt cette invasion et cette occupation soviétique extraordinairement brutale qui s'est faite à partir de mi-septembre, fin septembre 1939. Donc, en fait, les régions qui ont le plus favorablement accueilli les troupes allemandes en 41, à partir de l'été 41, n'avaient pas été touchées par la famine. En revanche, bien sûr qu'il y avait un ressentiment très fort plus à l'est, et évidemment que c'était un facteur important. Mais attention, justement, ne pas confondre cette géographie, parce que ces régions de l'Ukraine occidentale n'avaient pas souffert de la famine. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a un certain paradoxe, on peut dire, c'est que au fond, ce Holodomor, enfin le Holodomor est le plus commémoré, et encore plus commémoré à l'ouest de l'Ukraine, dans des régions où il n'y a pas eu de la famine. Voilà, et donc il y a évidemment aussi cette coupure entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine, l'Ouest ukrainophone, l'Ouest ukrainophone, l'Est russophone. Et je rappelle encore à quel point l'Holodomor est un enjeu majeur, enfin, de conflit de mémoire entre la Russie et l'Ukraine,
puisque, au fond, une des actions les plus spectaculaires de cette guerre de mémoire, c'est lorsque les troupes d'occupation russes détruisent les monuments au Holodomor lorsqu'ils prennent les villes ukrainiennes. L'exemple le plus célèbre, c'est la destruction début octobre dernier du grand monument au Holodomor à Mariupol. Et en d'autres villes occupées par les forces d'occupation russes, les monuments au Holodomor sont systématiquement détruits. Alors il y avait, oui, monsieur, une question. D'abord, merci beaucoup pour votre conférence, je trouvais ça super intéressant, et votre discussion à la fin sur le génocide. J'aurais deux questions, enfin plutôt deux affirmations que j'ai entendues, sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis. D'une part, que le blocus que Staline que le gouvernement stalinien a imposé aux villages ukrainiens avait principalement pour but d'éviter que les famines se répandent. Et d'autre part, que le prélèvement énormément élevé des Ukrainiens était nécessaire pour un besoin d'industrialisation, parce que l'Union soviétique se préparait à une guerre. Quel est votre avis sur ces affirmations? Alors évidemment, le premier, donc la première chose, redites-moi, j'ai eu un petit sur le premier point. Le blocus pour éviter que la famine ne se répande. Oui. Alors non, c'est pas pour éviter que la famine ne se répande, mais c'est évidemment pour éviter que la nouvelle de la famine ne se répande, bien sûr. Le blocus n'était pas totalement étanche, on le sait, puisque les seules une petite vingtaine de photos que l'on a, c'est tout ce que l'on a comme documentation visuelle sur la famine en Ukraine. Ce sont la vingtaine de photos prises par un ingénieur autrichien à Kharkiv et ensuite transmises à Vienne au cardinal Initzer, montrent justement des cadavres de paysans arrivés, parvenus malgré tout, malgré les barrages, malgré l'absence de possibilité de prendre des billets de chemin de fer, arrivés dans les villes. Mais évidemment, un des aspects, c'était d'empêcher la nouvelle de la famine ne se répande largement dans les villes, bien sûr. En ce qui concerne voilà, les besoins de l'industrialisation, si vous voulez, l'Union soviétique a massivement exporté des céréales, plus de 5 millions de tonnes en 1931, encore près de 2 millions en 1932 et un petit peu moins de 2 millions en 1933, qui auraient pu sauver de la faim des millions et des millions de personnes. Donc, un historien a calculé que le prix, en plus, si vous voulez, dans la conjoncture de crise économique de ces années-là, le prix d'exportation des produits agricoles et notamment des produits céréaliers était tombé énormément par rapport aux années 20. Et donc, c'est un très vil prix, un très petit prix que ces millions de tonnes ont été exportées qui auraient pu sauver la vie à des millions et des millions d'affamés. Donc c'est un prix extrêmement élevé à payer et évidemment que par rapport à l'industrialisation du pays, ces misérables quelques millions de roubles or qu'a rapporté l'exportation de ces millions de tonnes a eu un prix humain extraordinairement élevé. Voilà, donc c'est évidemment pas un argument en faveur, enfin disons pouvant justifier ce besoin de machines, car au fond l'exportation
par exemple, d'or, l'exportation de bois rapportait plus que l'exportation à vil prix de ces céréales dans un marché international où les prix, notamment des produits agricoles, s'étaient effondrés à partir de la crise de 1929. Alors, encore une question. Merci. Ouais. Oui, je voulais savoir en fait, qu'en est-il aujourd'hui de la production agricole en regard de la production dans les années 30 en Ukraine? Est-ce que vous avez une comparaison chiffrable? Oui, aujourd'hui, donc la production agricole de l'Ukraine, qui, je le rappelle, a des frontières, enfin, a une superficie plus importante, puisque à l'époque, il n'y avait pas toute la partie occidentale de l'Ukraine qui a été intégrée première fois à l'Union soviétique fin 1939, début 40, et une deuxième fois après 45. D'aujourd'hui, la production céréalière de l'Ukraine est d'environ le double de ce qu'elle était, donc dans les meilleures années soviétiques, c'est-à-dire dans les années 70, et à peu près le triple de ce qu'elle était dans ces années de crise de la première moitié des années 1930. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore une question ou bien est-ce qu'on s'arrête là? Nous avons déjà largement dépassé l'heure et peut-être que comme ça nous laissons Nicolas Werth aussi se reposer. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Non. Très bien. Alors, Nicolas Werth, merci infiniment d'avoir été là avec nous. Et toutes mes excuses de n'avoir pas pu venir en personne, mais en tout cas, je pense que l'exposé que je voulais faire, je l'ai fait. Oui, oui, merci. Distance. C'était très bien. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver bientôt en présentiel à Genève. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.